bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Destin politique. Aujourd'hui, deux débatteurs. Un qu'on connaît déjà, qui est déjà venu dans plusieurs émissions. Tom, du coup, qui est préoccupé par la question environnementale. Et donc, du coup, qui aujourd'hui défendra, on va dire, le candidat Éric Zemmour, qui est peut-être plus proche de ses idées. Tom a 18 ans et va faire face, du coup, à Axel, 17 ans, et soutien de Valérie Pécresse, ou en tout cas des Républicains, et étudiant d'histoire. Donc, du coup, la première question va être assez simple, du coup. Euh, et elle va être posée exactement à Axel. Pourquoi Valérie Pécresse? Alors, d'abord, les Républicains. J'ai commencé à soutenir ce parti parce que je suis de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et que j'ai décidé de soutenir le président sortant Muselier au dernier scrutin, car son bilan pour notre région, à bien des égards, est particulièrement bon, quoi que l'on puisse en dire, que ce soit dans la crise sanitaire, dans les transports, dans le logement, dans la sécurité. Et par la suite, pourquoi les républicains? D'abord pour leurs propositions, celles qu'ils proposent, que ce soit sur la sécurité, les questions de travail, les questions de politique de la ville. Euh, c'est là qu'on voit qu'on a un véritable projet présidentiel. Et en tant que soutien des Républicains, je ne me voyais pas soutenir quelqu'un d'autre que la candidate élue par le processus de congrès interne au parti. Tom, avec tout cet argumentaire que vient de développer Axel, pourquoi ne pas soutenir Valérie Pécresse? Euh, Moi, déjà, j'ai un problème avec le parti de base et ensuite avec la candidate. Donc, ça fait un peu trop à mon goût. Déjà, le parti, les Républicains, honnêtement, je trouve ce parti assez vide. J'ai l'impression que c'est un peu des idées droites prises de part et d'autre. On s'inspire un peu de Zemmour, de Macron, carrément. Moi, c'est pas quelque chose qui m'inspire, surtout que j'ai d'autres idéologies qui sont parfois bien contraires à ce parti. Et puis ensuite, pour venir au candidat, à la candidate justement, là, c'est clairement le reflet de ce parti, vide à l'intérieur comme à l'extérieur. Je ne ressens absolument rien. Il n'y a aucune conviction. C'est désolant. Et j'ai pas du tout envie que cette personne représente mon pays. Axel, après du coup ce que vient de dire Tom, est-ce que tu peux comprendre ou est-ce que tu restes sur tes positions pour défendre Valérie Pécresse? Alors, actuellement, au moment où on se parle, il n'y a pas que du faux. C'est vrai que le parti Les Républicains est dans une phase de libéralisation et qu'on n'est plus face à de la droite dure ou radicale. Mais on ne peut pas dire que ce parti s'inspire initialement de partis qui en sont d'une certaine manière nés, puisque Éric Zemmour, avec Reconquête, se réclame héritier du général de Gaulle et du RPR, où Emmanuel Macron est quelqu'un qui a puisé grand nombre de ses soutiens, ne serait-ce que Jean Castex ou Édouard Philippe, qui ont exercé les principales fonctions dans ces gouvernements, dans le parti Les Républicains. Mais après, certes, par exemple, ces deux personnes sont révélatrices d'un affaiblissement de ce parti et des idées qu'il défend. Donc, faut regarder la réalité en face. En effet, le temps des Républicains, on n'est plus à l'âge d'or et c'est un parti qui se voit aujourd'hui très affaibli. On peut le voir ne serait-ce que dans les sondages. Tom, qu'en penses-tu? Moi, j'ai une question. Est-ce que, Axel, euh, tu voterais pas un peu Valérie Pécresse par défaut, juste parce qu'elle représente les Républicains? Mais est-ce que pour toi, c'est la candidate idéale pour ce parti? Alors, euh, pas nécessairement la candidate idéale, mais dans l'offre qui a été faite, il n'y avait pas nécessairement quelqu'un qui sortait plus du lot, que ce soit dans Bertrand ou dans Ciotti principalement. Après, oui, dans l'offre politique, ne serait-ce que même sur l'échiquier
actuel total, c'est un peu un vote défaut. Mais je considère quand même que le programme est celui qui est le plus à même de répondre aux préoccupations des Français et surtout le plus applicable. Parce qu'on se base sur des constats concrets et on propose des moyens d'y répondre. Et je pense que c'est le programme le mieux élaboré. Ok. Est-ce que Voilà. maintenant, Valérie Pécresse est, on va dire, dans une droite qui au contraire essaie de reprendre des idées dures, des idées assumées, comme elle l'a dit elle-même en sortant du Congrès des Républicains, que la droite est de retour, c'est ses mots à elle. Est-ce Oui. que Valérie Pécresse est capable du coup de remener le pays tel que l'a fait Charles de Gaulle, Georges Pompidou, ou alors, plus modernement, Nicolas Sarkozy? Ou est-ce que c'est simplement du bluff, simplement de l'inspiration, et qu'en réalité, comme le dit Éric Zemmour, Valérie Pécresse soutiendra Emmanuel Macron à 20h02? Alors, c'est une possibilité et ce serait, à mon sens, une grave erreur. Et je ne suivrai pas cette consigne de vote pour répondre à la fin de ce que tu as dit. Et pour revenir à ce que tu as dit en amont, oui, en effet, là, il y a une radicalisation du débat, que ce soit de la gauche à la droite, l'ensemble de l'échiquier est plus extrême qu'il ne l'était en 2017. Donc oui, son objectif est selon moi de renouer quand même avec... après, est-ce qu'elle y arrivera? Je ne sais pas, mais on voit quand même que ses propositions sont assez concrètes et assez dures, et elle chevauche quand même aux côtés de Éric Ciotti, qui n'a jamais caché ses accointances avec une droite véritablement dure. Même si c'est pas nécessairement quelqu'un que j'apprécie, je pense que c'est ce choc des idées au sein du même parti qui peut faire émerger un juste milieu. Et enfin, je ne risquerai pas à dire que Valérie Pécresse pourrait redresser le pays comme l'a fait le général de Gaulle, même si on ne peut que l'espérer. Mais en 5 ans, et avec la situation actuelle, les conflits géopolitiques, l'affaiblissement de la France dans le monde, l'émergence de superpuissances, je ne pense pas qu'il faut s'attendre à grand-chose, mais déjà, si elle pouvait résoudre un certain nombre de problèmes internes, ce serait déjà bien. Tom, Oui. qu'en penses-tu du coup? Moi, je vais être franc. Je suis en total désaccord avec ce que Axel a pu dire auparavant. Là, j'ai été limite un peu surpris d'une certaine comparaison entre Valérie Pécresse et le général de Gaulle, même si Axel, globalement, j'ai bel et bien compris ton idée. Comme j'ai pu le dire auparavant, Valérie Pécresse, c'est une personne en qui je n'accorderai aucune confiance, en qui je n'accorde déjà aucune confiance, et qui pour moi n'a aucune réelle conviction. C'est un peu, vous savez, un coq au-dessus d'un toit qui s'oriente en fonction du vent, et là le vent représenterait plus l'opinion publique. Pour moi, y a rien qui se dégage de cette femme, et pour moi, un homme politique, c'est d'abord un homme qui est engagé, enfin du coup une femme politique, on s'est compris. Il en existe trop peu aujourd'hui, Valérie Pécresse n'en fait pas partie. Euh, pour moi, ces meetings politiques sont vraiment le reflet de sa personne. Ça ne m'inspire en rien. D'accord. Vous savez, vous avez le droit de répondre l'un à l'autre, vous n'êtes pas obligé d'attendre mes questions pour pouvoir répondre. Donc, Axel, si ça m'était quelque chose à rajouter à ce que vient de dire Tom, tu peux le faire, voilà. Je préfère pas le couper. Juste, je voulais réagir que c'était toi, Valentin, qui avait parlé du général de Gaulle. Moi, Oui, je me risquerais sûrement pas Ok, à la comparer à ce dernier. ok, autant pour moi. Non, pas de problème, mais bon, quand même, le général de Gaulle, voilà, c'est un Ouais, destin extraordinaire. ouais. et au final... Après, Ah, vas-y, je que t'en prie. dire la question, c'est pourquoi ne pas accorder de crédit à cette candidate qui est Valérie Pécresse? Parce que je considère que je l'en ai déjà accordé suffisamment. Je juge pas une personne au premier abord. Je me suis intéressé à son programme politique.
Oui, sur tous les aspects, hein, que ce soit sur la question de l'Europe, la sécurité, hein, un sujet grandement important, surtout chez la droite. L'environnement notamment, l'environnement qui fait partie, bah, qui est mon oui. idéologie principale, hein. Euh, Mes convictions ne sont pas similaires aux siennes et en plus sont largement sous-estimées. Surtout là, j'aimerais qu'on aborde 2 petites secondes le thème de l'écologie. Je m'étais permis de lire son programme. Trop faible, beaucoup trop faible par rapport aux attentes. On nous parle d'une neutralité carbone d'ici 2050, mais on le sait tous que 2050, c'est pas là où il faut agir. On nous parle seulement aussi de l'hydrogène, du nucléaire, bref. On croit en ce progrès vert, sauf que on sait bel et bien que ce n'est pas le bon régime social et économique à aborder. Cette personne a tout faux sur le plan environnemental. Oui, mais justement, Valérie Pécresse, elle veut continuer à construire des éoliennes, tandis que Zemmour, justement, veut arrêter la construction d'éoliennes et veut construire 13 réacteurs nucléaires en plus. Donc, du coup, pourquoi finalement aller plus vers Zemmour alors que pour l'écologie, Valérie Pécresse a peut-être plus de solutions? Alors, ouais, ça c'est une bonne remarque. Alors, déjà, tu parles d'éoliennes. Moi, il faut savoir que oui, bon, appelez-moi écolo si vous le souhaitez. Je suis un peu contre les éoliennes, ça me dérange un peu. Peut-être les éoliennes individuelles, pourquoi pas, mais globalement, je suis largement contre. Surtout avec cette politique de 50 parcs éoliens marins de Macron mise en place. Ça m'a mis en route. Bref, donc oui, c'est vrai, Zemmour est un peu à côté de la plaque aussi au niveau écologique. Mais pour moi, il n'y a aucune justice écologique sans justice sociale. Et la justice sociale, on l'obtiendra seulement par Zemmour et non par Pécresse. Axel, est-ce que l'écologie est un point important à tes yeux ou aux yeux des républicains, ou est-ce que au contraire, un peu comme Zemmour, on le met de côté en faveur d'autres sujets, en faveur plutôt de la France, des sujets sociétals tels que l'immigration ou la culture, etc., l'identité. Alors, c'est bien évidemment un point important puisque la planète sur laquelle on vit est d'une certaine manière menacée. Donc on ne peut pas faire l'impasse du tout dessus. Mais après, les républicains ont donc formulé tout un tas de propositions au niveau européen, une nouvelle politique énergétique. Ils veulent, il me semble, si je ne me trompe pas, décarboner le bâtiment et décarboner les transports ainsi que l'industrie. Après, je peux entendre que c'est trop faible, mais il faut se dire qu'avec le système républicain, enfin le système républicain quand j'entends 5e République, on est sur un mandat de 5 ans, donc c'est difficile de mener de grandes politiques environnementales qui se mènent toujours sur de longues années, et qui plus est, aujourd'hui, c'est pas nécessairement la principale préoccupation des Français. Leur principale préoccupation reste le pouvoir d'achat. La deuxième est la sécurité. Et la troisième, il me semble que c'est La santé. la santé. La santé, en effet, puisque le Covid nous a montré qu'il y avait des, des, des zones d'ombre dans ce système de santé qu'on pensait si parfait et qui, au final, n'étaient pas à l'épreuve. Et c'est enfin seulement qu'arrive l'environnement. Donc d'abord répondre aux questions de pouvoir d'achat et d'abord répondre aux questions de sécurité et de santé qui préoccupent beaucoup les Français. Tom, est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Euh, oui, parce que... Ah oui, justement, je comptais souligner un point. Oui, il y a des programmes écologiques qui sont faits par le LR, mais justement, on revient encore à ce problème initial du fait que je n'ai pas confiance en ce parti et encore plus en cette candidate. Donc je me dis, ok, pour le peu d'initiatives qu'elle prend, va-t-elle vraiment les respecter? C'est ça que je me pose, surtout que ce matin, elle a encore une fois arboré son soutien envers la chasse, qui apparemment sauverait la ruralité, bon, ce qui est totalement Mais faux. Zemmour également. Zemmour également. Il Oui, a... alors Zemmour va forcément revenir sur ses propos après certains propos qu'il a tenus sur les réseaux sociaux. Il y a eu un large, il y a eu comment je pourrais appeler ça? Bref, il y a eu de l'engouement contre ses idées et contre la maltraitance animale. Il va voir que son public
soutient cette lutte animale et je suis persuadé qu'il va revenir dessus, ce qui n'est pas le cas du tout du LR. D'accord, mais pourquoi ne pas avoir confiance en Valérie Pécresse et pourquoi avoir confiance en Zemmour? Puisque Ah oui, le oui. parti de Valérie Pécresse est quand même installé dans la vie politique et rappelons-le quand même, malgré tout, les Républicains sont un peu les héritiers du général de Gaulle, qui d'un côté a marqué l'histoire de la France. Et Zemmour, il représente personne, enfin il représente personne, aucun homme politique avant lui. Donc pourquoi avoir confiance en un parti qui n'a encore jamais existé? Ça c'est vrai. Alors, bon, tout d'abord, le terme les héritiers de Gaulle, bon, ça va un peu tout et rien dire. Tu as beau être un héritier, ça se trouve, tu es incompétent. Ensuite, Zemmour, c'est... Bah, en soi, c'est pas vraiment un politicien, c'est-à-dire que son engagement, je le remets pas en question une seule seconde. Il a une idée, il la dira forcément tout haut. C'est quelqu'un d'engagé qui n'a absolument rien à perdre là-dessus. J'ai forcément aucun doute sur le fait qu'il appliquera les politiques qu'il a énoncées tout au long de son programme. Et ensuite, quand on voit un peu Valérie Pécresse qui, au long de ces 2 dernières décennies, n'a cessé de faire la girouette en permanence en changeant ses idées comme de chemise, je pourrais pas vous les ressortir, mais j'étais tombé sur un texte assez fou justement où Valérie Pécresse bon, trouvait une idée bonne. Le lendemain, elle la contredisait encore même aujourd'hui. Euh, Moi, j'accorde ma confiance en Éric Zemmour. Il croit ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait, il s'intéresse à des zones d'ombre, notamment l'économie. Pour moi, c'est quelqu'un qui va de l'avant et qui sait ce qu'il fait, Et, contrairement à Valérie Pécresse. et Marine Le Pen, qui dit que justement Zemmour n'est que le marchepied de Valérie Pécresse pour essayer de la faire gagner, qu'est-ce que du coup tu penserais de ce que vient de dire Marine Le Pen? Euh, Moi, j'ai un avis assez tranché sur Marine Le Pen, et d'ailleurs ce qui est valable aussi par exemple pour Jean-Luc Mélenchon. Je considère que ces gens-là, je considère moins d'importance à ces personnes-là, puisqu'ils font partie de l'activité politique depuis énormément de temps, mais enfin, au bout de plusieurs décennies, lorsqu'on n'arrive toujours pas à atteindre ses objectifs, c'est qu'on n'est pas forcément fait pour ce domaine-là, et je pense que leur parole, dont celle de Marine Le Pen, a moins d'importance à mes yeux. D'accord. Axel, est-ce que Valérie Pécresse, on va dire, a des chances de battre Emmanuel Macron dans un second tour, puisque l'entièreté des sondages la mettent même en dessous de Marine Le Pen pour le second tour. Donc au final, est-ce qu'elle a une chance? Est-ce que sa candidature n'est pas une candidature assez fantaisiste et pourrait ne servir à rien puisqu'on la voit descendre dans les sondages très très bas puisque elle vient de passer en dessous de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que ce n'est pas décisif ou est-ce que au contraire la dynamique va retourner de son côté dans quelques temps? Alors, les sondages, ça change tous les jours. Donc c'est ça que je reproche à ce système qui valse constamment. C'est-à-dire, un jour, on a eu un sondage qui l'a propulsée au second tour devant Emmanuel Macron, et où elle aurait été présidente avec 52% contre 48%. Mhm. Et un mois après, on a un autre sondage qui la met en dessous de Jean-Luc Mélenchon à 11%. Donc, quel crédit accorder à ces sondages, et quel sondage prendre en référence? Le dernier ou le plus élaboré, celui qui a touché le plus de gens? Donc, c'est un travail compliqué, et il faudrait croiser tous les sondages entre eux. Après, Mais, j'entends qu'en effet, personnellement, je pense qu'Emmanuel Macron va être réélu. mhm. Mais justement, Hum, quel crédit, Peut-être je suis pessimiste, mais c'est ce que je pense. justement, quel crédit accorder à ça? Parce que, au final, on l'a vu effectivement à un moment avoir 20% pour être qualifié au second tour face à Emmanuel Macron. On l'a vu également il y a un peu moins d'un mois à 16,5, alors que Marine Le Pen et Éric Zemmour étaient à 14. Et là aujourd'hui, il est passé devant, derrière Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est ce que tu dis en tout, plusieurs sondages qui se contredisent, ou est-ce que c'est pas justement, il y a eu une dynamique derrière elle quand elle a gagné le congrès des Républicains, et maintenant elle est en train de perdre des points? Probablement que les deux
ont leur part de responsabilité dans cette modification des sondages. Parce que certes, après sa victoire, elle a bénéficié d'un certain engouement un peu aveugle de la population, vraisemblablement, puisque tout à coup, elle est propulsée devant Emmanuel Macron, ce qui était quand même assez spectaculaire. Et en effet, peut-être que ces meetings ratés ont conduit à une baisse dans les sondages. Mais après, tous les candidats ont connu des périodes moins bonnes. Je pense que la solution du problème qu'on se pose sera dans les urnes. Je pense que c'est ce jour-là qu'on saura qui les Français ont choisi. D'accord. Tom, qu'est-ce Mais que tu penses de tout ça? oui, Oui. euh, ta question à la base, c'était plutôt est-ce que Valérie Pécresse peut se retrouver au second tour et a-t-elle une chance de battre Emmanuel Macron, à peu près, c'était ça? Ouais. Donc là, on parlait des sondages. On peut parler d'autres choses aussi. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Rien qu'au fait que Valérie Pécresse soit au second tour, je n'y crois pas une seule seconde. Et pour ça, je ne me base pas forcément sur les sondages, mais on peut se baser aussi sur ces nombreux partisans qui quittent le groupe LR pour rejoindre la plupart du temps Zemmour, ou même les adhérents du parti qui quittent ces meetings en plein milieu parce que ils trouvent que cette femme est vide, que les discours ou son talent d'oratrice est inexistant. On peut se baser là-dessus aussi. Ça, ce sont des faits réels et beaucoup moins approximatifs que peuvent l'être les sondages. Tom, si jamais tu devais faire un pronostic avec le plus de certitude possible, Oui, selon toi, qui serait au second tour? Je parle des deux, hein, c'est-à-dire tu peux aussi pronostiquer qu'un second tour se ferait sans Macron. Toi, selon toi, si jamais tu devais vraiment avoir un avis dessus, avoir un pronostic, qui serait au second tour et qui aurait une chance de gagner? oui. Alors au second tour, moi déjà je vois Macron. Ça Mhm. c'est sans appel, sauf bien sûr, bon, si scénario exceptionnel avec l'Ukraine et la Russie, mais bon, je pense pas trop. Et puis globalement, Macron en ce moment est assez salué pour justement sa gestion, que ce soit du Covid, du convoi des libertés, de la guerre Russie-Ukraine, etc. Donc il me semble que sa cote de popularité remonte un peu. Bref, en tout cas, je le vois au second tour, sauf scénario exceptionnel. À ses côtés, ou plutôt face à lui, je me suis longtemps posé la question, est-ce qu'on retrouverait Marine Le Pen ou est-ce qu'on trouverait pour la première fois Éric Zemmour? Ce qui serait d'ailleurs assez incroyable qu'Éric Zemmour soit au second tour, mais finalement plus que plausible. En fonction de l'avancée de, de l'avancée des programmes, en tout cas si la politique de Zemmour et la politique de Marine Le Pen continuent, évoluent comme elles sont en train d'évoluer, pour moi je verrais Macron face à Zemmour au second tour. Avec une potentielle victoire de Macron. Mais après, oui, tout dépend de l'avancée dans les prochaines semaines. Axel, qui serait au second tour selon toi? Question très complexe, encore une fois. Alors, j'exclurai l'ensemble des candidats de gauche, Oui, bah oui. c'est-à-dire, à mon avis, aucun, y compris Jean-Luc Mélenchon, n'ont la moindre chance d'être au second tour. Et ça se jouerait entre les candidats de droite. Marine Le Pen, dans les médias et dans sa campagne, elle est assez fantomatique. Donc, est-ce que ça veut dire qu'elle ne jouit plus de soutien ou est-ce que c'est sa stratégie? Valérie Pécresse baisse dans les sondages, donc ça voudrait dire qu'elle n'y serait pas. Et actuellement, même si c'est Marine Le Pen qui est deuxième, Zemmour a un fort engouement autour de lui. Mais est-ce que cet engouement n'est pas que médiatique et est-ce qu'il y a réellement du monde derrière prêt à le soutenir? Donc, je dirais qu'on risque de refaire un Macron-Le Pen. Parce que je pense que les électeurs du RN vont, pour la majorité, suivre le RN et que Zemmour ne sera dans la dernière ligne droite pas véritablement présidentiable, à mon avis. Et ce sera Macron qui sera en tête avec ses 24%. D'accord. J'interromps le débat tout de suite pour vous dire que du coup il est 21h25 et depuis tout à l'heure je pose des questions à chaque fois pour vous relancer et que personne ne répond à l'autre.
Donc du coup, si vous pouvez également un petit peu m'arranger le travail, parce que moi je commence à être à court de questions, si vous pouviez un petit peu vous parler entre vous, débattre entre vous, pour éviter que je pose trop de questions. Donc je vais vous relancer sur une autre question, qui va être, on va dire, assez importante, puisqu'effectivement, on a quand même quelqu'un qui soutient plus Éric Zemmour, quelqu'un qui soutient plus Valérie Pécresse. Au final, la question va être assez importante. Si Éric Zemmour débattait avec Valérie Pécresse, on sait que les deux ont un grand niveau dans les débats. Tom, est-ce que tu penses que Valérie Pécresse peut gagner un débat face à Zemmour, ou est-ce que tu penses que Zemmour gagnerait le débat face à Pécresse? Clairement, si je suis totalement objectif, et d'ailleurs c'est ce que je suis actuellement, pour moi, Zemmour remporterait ce débat. Assez facilement d'ailleurs. D'après moi, Valérie Pécresse, euh, je ne la reconnais pas forcément dans ses talents d'oratrice, que ce soit en meeting, tout comme en débat. Éric Zemmour, justement, a su se faire cette réputation de véritable requin lors des débats. Il a pu se forger cette réputation tout au long de sa carrière, il est habitué à ça, il adore ça. Moi, j'ai limite l'impression que par moment, Valérie Pécresse appréhende un peu ces débats, justement ce soir, où elle était censée se retrouver dans l'émission Face à Baba, il me semble, Oui. où bah, déjà Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon ont pu y participer précédemment, avec une très bonne prestation de ces deux personnes, carrément. Mhm. Donc elle a refusé, avec pour prétexte la situation actuelle en Ukraine et en Ukraine. Moi, je vois ça un peu comme un prétexte, parce que je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas pourquoi elle ne viendrait pas ce soir débattre. D'accord. Axel, Ok, un débat entre je Pécresse et Zemmour? vais, je vais réagir. Oui. Objectivement, j'ai beaucoup écouté Zemmour et j'ai même vu énormément de ses débats quand il était aux côtés de Christophe Barbier, quand il était avec Nolo, ou ne serait-ce que quand il était confronté dans ce qui a été peut-être un des plus grands débats de l'année face à Jean-Luc Mélenchon, la première fois sur BFM TV ou la Oui. deuxième fois. Zemmour, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est un grand orateur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de références historiques, mais pour autant, je ne l'ai pas trouvé si bon que ça face à un Jean-Luc Mélenchon en face. Les réactions dans l'opinion n'ont pas été si bonnes que ça de ce que j'en ai vu. Globalement, dans le fil d'actualité, les gens n'ont pas vraiment réagi favorablement à ce débat et certains ont même trouvé que Mélenchon avait été meilleur. Donc, je pense quand même que Zemmour serait meilleur en débat, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ses idées sont les bonnes, parce qu'il a des procédés rhétoriques et des références culturelles et d'histoire particulièrement bonnes et que c'est un grand habitué du débat en 20 ans d'émissions à la télé avec des éditorialistes et des chroniqueurs. Donc c'est une bête médiatique qui est particulièrement formée à ce genre de débat. Donc objectivement, je pense qu'il serait meilleur que Valérie Pécresse. Tom, un Zemmour du coup qui a perdu face à Mélenchon, est-ce que tu y crois ou est-ce que selon toi ça reste encore à débattre, un Zemmour-Mélenchon qui a pu gagner le débat? J'y crois pas forcément. Pour moi, juste la présence sur les réseaux sociaux des pro-Mélenchon était majoritaire, donc ce qui fait qu'on a pu laisser entendre à une supériorité gauchiste. Euh, Parce que déjà, bon, c'est pas, admettons que Mélenchon a été meilleur que Zemmour, ça ne prouve en rien le fait que Valérie Pécresse soit aussi bon que Mélenchon. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, bon, c'est quelqu'un qui est, moi personnellement, je trouve, qui est assez facilement instable. C'est-à-dire, on peut le déstabiliser à tout instant, il monte très vite dans les tours, et on sait très bien que lorsqu'une personne commence à hausser le ton, c'est une personne qui ne croit pas forcément à ses idées ou qui se rend compte d'une situation d'infériorité. Enfin bref. Moi, durant les deux débats,
Bon, j'ai été un peu déçu de Zemmour, mais je trouve pas, non. Je trouve que c'était à peu près équitable. Puisque Zemmour est... Bon, en fait, les deux candidats ont des idées qui convergent envers les miennes, mais sur des plans différents. Donc forcément, je trouve que c'est assez égalitaire. Mais sur le plan uniquement oratoire, bah là aussi, en fait, j'ai retrouvé une certaine égalité, ce qui était assez louche d'ailleurs, parce que pour moi, bah, Zemmour est supérieur à Mélenchon. C'est vrai que en effet, je suis d'accord puisque techniquement, tout le monde pensait que Zemmour allait l'emporter haut la main et simplement, mais on a eu un Mélenchon qui l'a poussé dans ses retranchements. Et même, j'ai revu il n'y a pas si longtemps un débat qui avait eu lieu il y a 1 ou 2 ans de Zemmour face à Yacine Bellatar, et j'étais particulièrement déçue de la prestation d'Éric Zemmour face à un humoriste qui n'est pourtant pas du tout de ce milieu journalistique. Oui, non mais ça, je peux le comprendre, mais encore une fois, on peut lui accorder par moment ce bénéfice-là, parce que il enchaîne énormément de débats, il arrête pas depuis plusieurs années. Euh, Moi, je l'en voudrais pas s'il y a un soir où il est pas forcément au top, mais s'il est pas forcément bon, là, par contre, c'est là où ses adversaires vont en profiter pour en parler longuement. Bref, Zemmour, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit à l'erreur, malheureusement. Et moi, j'ai pas envie de tomber dans ce piège-là, et je veux pas faire de généralité dans ses propos. D'accord, très bien. Donc du coup, effectivement, prochaine question, qui va donc du coup plus concerner Pécresse, puisqu'on a vu quand même, là on a parlé un petit peu de Mélenchon. Au sujet de Pécresse, du coup, est-ce qu'au final, Axel, tu acceptes le terme qu'on accorde à Pécresse, comme quoi effectivement c'est une girouette, comme quoi c'est quelqu'un qui parle de grand remplacement et après son excuse, et que c'est également quelqu'un qui est mauvais en meeting? Il y a, il y a pas nécessairement de choses fausses. Personnellement, ma sensibilité à moi, je n'ai pas nécessairement trouvé mauvais le meeting qu'elle a fait. Ça, c'est mon analyse personnelle. Après, j'entends que beaucoup de gens, y compris au sein des Républicains, ont rejeté cela. Moi, en tout cas, ce que je vois déjà aujourd'hui, c'est que on tient mieux nos troupes chez les Républicains que chez le Rassemblement national. Alors que pourtant, Éric Zemmour se qualifie comme le candidat tampon entre les deux, même si je pense qu'il est plutôt derrière le Rassemblement national que derrière les Républicains. Mais à part notre vice-président, personne n'a quitté le parti. Donc, est-ce que elle est si mauvaise que ça? Après, pour l'emploi du terme grand remplacement, je n'étais pas du tout d'accord avec elle sur ça. Personnellement, j'ai mon analyse sur ce qu'on appelle le grand remplacement et je n'y crois pas du tout. En tout cas, on pourra développer, mais pas de la manière dont c'est exprimé. Donc, c'est vrai que oui, elle a en effet eu des phrases parfois contradictoires les unes avec les autres. Et pourquoi ne pas y Est-ce que croire c'est au une grand brouette? remplacement? Je ne sais pas. Je dirais plutôt qu'elle rectifie ses tirs. Pourquoi ne pas y croire au grand remplacement? Alors, le grand remplacement tel qu'il est présenté par Éric Zemmour et les gens qui tiennent la thèse, comme un certain, il me semble, Renaud Camus, Oui. qui est à l'origine de, de ce terme, je n'y crois pas parce que on dit que le grand remplacement, c'est l'islam. Alors que techniquement, le grand remplacement, à mon sens, c'est davantage ces immigrations antérieures que sont les Espagnols, les Italiens, les Portugais. Bon, moi-même, j'en suis l'illustration puisque je suis un Espagnol et qu'en France, on a une très forte communauté ibérique latine. Donc, pourquoi le grand remplacement, c'est aujourd'hui et c'était pas avant? Et ensuite, pour finir, Éric Zemmour serait quand même le premier président juif
et algérien. Donc, est-ce que le grand remplacement n'est pas au final porté par un Éric Zemmour malgré lui? Très bonne remarque, effectivement. Tom, grand remplacement, il faut y croire, il faut pas y croire, c'est une théorie d'extrême droite. Est-ce que c'est une théorie? Est-ce que c'est un fait? Et est-ce que Zemmour, effectivement, est le porte-drapeau du grand remplacement? Euh, Moi, je dirais que c'est une théorie en même temps un fait qui est à prendre avec des pincettes. Oui, il y a un grand remplacement. La population change, elle évolue. Évoluer, est-ce qu'elle évolue dans le bon sens, c'est peut-être ça le problème. Que la population évolue, ça ne me posera jamais aucun problème. Une population où chaque personne est similaire, on serait bien su, je pense. Euh, donc là n'est pas la question. Il y a un grand remplacement qui existe. Mais encore une fois, par moment, moi j'ai l'impression que bah, justement Axel nous parlait de l'islam. Moi parfois, j'appréhende un peu ça. J'ai l'impression qu'on s'en prend tellement aux musulmans que j'ai l'impression de voir la politique en Allemagne des années 30 contre les juifs. Oui. Parfois, c'est à se poser certaines questions. Par contre, précisons toujours, je ne suis en aucun cas en train de comparer Eric Zemmour à Adolf Hitler, qu'on soit bien Oui, clair là-dessus. Je préférais bien oui. mettre les Non, choses claires. il n'y a pas de souci. Là où je Mais suis d'accord, tu veux continuer? non, non, bah pour moi, en gros, le grand remplacement est réel, mais à prendre avec des pincettes, quoi. Très bien. Ben, sur ça, je suis d'accord avec cette analyse. Le grand remplacement est en effet à la fois une thèse, une théorie portée par quelqu'un de marqué idéologiquement qui initialement c'était Renaud Camus et qui a été reprise par un candidat Éric Zemmour. Avant même qu'il soit candidat, il en parlait déjà comme simple journaliste. Mais c'est aussi un fait d'une certaine manière. Mais encore une fois, la question que je me pose, c'est pourquoi on parle aujourd'hui de ce grand remplacement qui pourtant a déjà eu lieu quand on a remplacé ces entre guillemets français de souche par une immigration européenne qui n'était pas française de souche. Et pourquoi cette personne qui est Éric Zemmour parle de grand remplacement alors que techniquement il en serait l'illustration en lui-même puisqu'on aurait le premier président africain et que techniquement ce grand remplacement est africain. C'est pas un peu juste de dire africain? Parce que techniquement, oui, bon, il est né en Algérie, mais déjà, c'était peut-être une autre période, là, ici. C'est plus qu'une question, bah, clairement, c'est un pied noir. Et puis, africain, bon, là, se qualifier d'Algérien, maintenant d'Africain. Eric Zemmour, c'est d'abord un Français, non? Tout à fait. Mais même lui a dit je suis français d'Algérie. Mais qui plus est, tous ces gens qu'on accuse d'être les porteurs de ce grand remplacement sont aussi pour beaucoup des Français depuis aussi longtemps que Éric Zemmour, enfin peut-être pas autant par rapport aux différents décrets, puisque d'abord ça a été les Juifs qui sont devenus français, puis ensuite les personnes de confession musulmane en Algérie. Mais comment dire est-ce que c'est parce que lui c'est un juif d'Algérie et non pas un juif européen qui s'est extradé en Algérie française. Donc certes, bien évidemment, c'est un Français, mais on accuse des Français de confession musulmane et venant du monde du Maghreb d'être porteurs de ce grand remplacement. Alors pourquoi pas lui, qui pourtant répond à tous les critères? Et toi, personnellement, tu le vois en tant qu'accusateur du grand remplacement. Enfin, il accuse un peu le grand remplacement. Il... En fait, Éric Zemmour nous parle de grand remplacement. Dans sa vidéo de candidature, il a d'ailleurs fait une petite tirade là-dessus, comme quoi nous étions remplacés. Mais n'est-ce pas lui qui remplace? Donc, en fait, ce que j'observe, c'est un paradoxe.
Parce que moi, j'ai aucun problème contre le fait qu'il soit originaire d'Algérie, mais ce que je vois, c'est un grand paradoxe, une grande contradiction dans le discours qu'il porte et la personne qu'il est. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas grand remplacer, mais en même temps, c'est un petit peu, d'une certaine manière, quelqu'un qui répond à ce critère du grand remplacement. Oui. Donc, il y a une contradiction. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je vois ça différemment. Donc là, toi, visiblement, tu vois d'une certaine manière, tu vois Eric Zemmour qui dénonce le grand remplacement, il ne faudrait pas y en avoir. Moi, je vois plutôt Eric Zemmour, justement, comme étant un exemple du grand remplacement. Eric Zemmour se comporte comme il souhaiterait qu'un étranger, enfin qu'un immigré issu d'un pays quelconque qui vient vivre en France aimerait qu'il se comporte. En fait, Éric Zemmour, d'après moi, il souhaite donner l'image d'un immigré parfait qui s'accorde parfaitement à la culture française, qui ne la dégrade pas, qui ne délaisse pas ses origines, mais qui aborde une certaine identité française. Moi, je vois plus ça, comme un... Mhm. euh, ouais, bah, limite comme un modèle de l'immigration. Oui, oui. Axel, Oui, la culture française est-elle menacée? Oui, elle est menacée par le président en place. Et D'accord. elle est menacée par une autre partie de l'échiquier politique qui, tout simplement, se place dans une politique de cancel culture, pour reprendre cette expression anglo-saxonne. Et pourquoi? Quel est l'intérêt des gouvernements de faire ça? Ils cherchent à fédérer autour d'eux une certaine, ce qu'ils appellent, j'aime pas trop ce mot, mais minorités agissantes, qui veulent cette repentance et ils cherchent également peut-être des soutiens géopolitiques à l'extérieur de la France en revenant sur certaines choses. Est-ce que la volonté est intrinsèquement de détruire la culture française et le socle sur lequel repose euh, notre pays? Je ne pense pas. L'objectif est éventuellement de rebâtir une société basée sur la repentance et où l'on n'accepte pas les périodes, les grandes périodes, les âges d'or de notre civilisation et les moments de crise. Donc, à mon avis, il faut tout commémorer, pas nécessairement célébrer, mais déjà, il faut tout commémorer. Tom, du coup, selon toi, la culture française est menacée? oui, oui, elle est menacée. Euh, Bah ouais, je vais peut-être paraître un peu cru. Elle est menacée en partie par l'immigration et aussi par la gauche. On va dire ça comme ça. Là, en aucun cas, enfin, je vais accuser la gauche sur ce domaine-là, mais, mais il y a certaines idées où je rejoins parfaitement la gauche dans le social un peu, mais surtout dans l'écologique. Enfin bref, je préférerais mettre au point certaines idées. Pour moi, la gauche, elle est responsable de la faiblesse de notre population. On devient aujourd'hui un peuple faible. Et donc, un peuple faible ne donne pas envie de s'en inspirer. Moi, j'ai l'impression de parler comme le youtubeur Papacito là. Mais moi, admettons, je suis un immigré. J'arrive en France, qu'est-ce que je vois? Sans faire de généralité, mais je vois des personnes, je vois des personnes en situation d'obésité avec des perruques, etc. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je m'attendais à voir des braves gens souriants, forts, fiers d'eux, etc. Et je tombe sur ça. Pour moi, on devient faible, et cette faiblesse cause la perte de notre identité.
Et oui, la culture française est en déclin. Axel, on est un peuple faible? Bien, tout d'abord, je rejoins quand même Tom. Je ne vais pas réagir puisqu'il a dit beaucoup de choses vraies. Un peuple faible, je veux bien croire qu'on est en train de le devenir. Un jour, il y avait un politologue dont le nom m'échappe qui disait justement que la France, ça a quand même été ce peuple qui a tenu dans les tranchées à Verdun en 1917 et qu'aucun peuple dans le monde, mis à part les Russes en 1945, n'avait fait un tel sacrifice pour préserver leur nation. Et aujourd'hui, ce pays qui veut revenir en arrière, bafouer son histoire, et donc en effet, il n'est pas faible, mais il est en train de le devenir. Ça, je le crains parce que je ne suis pas sûre, et espérons que ça n'arrive jamais, que demain, on se battrait comme en 17 pour préserver notre pays. Tom, tu mets l'écologie, pour toi, c'est ton thème principal de tes convictions. Oui. Donc, au final, pourquoi soutenir Zemmour et pas du coup Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon qui ont des propositions euh, plus que principales sur la question écologique? Très bonne question. Je vais commencer par Yannick Jadot. Euh, Yannick Jadot, je suis assez déçu. Je vais me baser sur seulement deux aspects de sa personne. D'abord, le fait qu'il soit anti-nucléaire. Ça, c'est pas du tout la bonne solution. Pour moi, on doit rester dans le nucléaire pour l'instant, avec bien sûr toujours un développement des énergies renouvelables. Pas forcément dans le lien, mais plus cette fois-ci dans le solaire, l'hydraulique, etc. Il ne faut en aucun cas sortir du nucléaire. Ça, c'est la première chose. Je suis complètement contre Greenpeace, Jadot, etc. Deuxième point, second point, Jadot, pour moi, je ne vois pas vraiment la conviction. Quand je l'entends dire sur Europe 1, il me semble que lui, il mange du foie gras, mais artisanal, ça ne peut pas passer ainsi. Quand on connaît les méthodes de cavage artisanales, on ne peut pas se prétendre être un minimum écolo. L'écologie, c'est d'abord le lien entre l'homme et son environnement, entre l'homme et les écosystèmes. Si on commence à banaliser ce genre de pratiques que je considère barbares, on ne peut pas se prétendre candidat écologiste plutôt. Vient ensuite le point de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, sur le plan environnemental, je le rejoins beaucoup plus que sur celui d'Éric Zemmour. Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon, sur le plan social et économique, il y a beaucoup plus de divergences entre lui et moi, qui fait que mon vote se porte beaucoup plus sur Zemmour, qui, comme je le rappelle, lui comporte beaucoup plus une justice sociale qui est indispensable à une justice écologique. D'accord. Axel, le président Emmanuel Macron, est-ce que selon toi, il gère plutôt bien la crise en Ukraine, le Covid, est-ce qu'il a bien géré la crise des Gilets jaunes? Est-ce que le président Macron est-il un bon président? Ou est-ce une catastrophe? Je préfère préciser qu'il reste 10 minutes, donc ce sera une des dernières questions, du coup, ce sera donc celle-là. Donc Tom, tu réagiras ensuite. Donc, Axel, est-ce que le président Macron est un bon président? Est-ce qu'il a su gérer les problèmes en France? Ou est-ce qu'au contraire, il a été, comme le disait Moore, comme ses prédécesseurs, mais en pire? À mon avis, sur ça, je ne peux pas contredire Zemmour, même si je n'ai pas d'affinité particulière avec le candidat. Ça a été, à mon sens, un mauvais président dans l'ensemble. La crise sanitaire a été mal gérée. On nous a dit qu'il y avait des masques, puis qu'il n'y en avait pas. On nous a dit que ça ne servait à rien d'emporter, puis qu'il fallait emporter, que c'était obligatoire. Donc ne serait-ce que ça est révélateur du problème. Le président Macron a refusé d'ouvrir de nouveaux lits de réanimation. Il en a même fermé près de 5000 et en a fermé encore plus sous la mandature Hollande, dont il était Premier ministre. Donc, un
mauvais bilan avec une ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui est partie au moment le plus important de cette crise, au commencement, pour de l'électoralisme, pour la gestion de la Russie et de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Pour l'heure, je soutiens l'action du président Macron à condamner fermement les atteintes territoriales menées contre l'Ukraine par Poutine et sa solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien. Néanmoins, le bilan géopolitique de Macron et diplomatique est catastrophique. On perd avec lui un de nos derniers alliés sur la scène internationale qui est le Mali, dont on vient de se retirer, pays qui nous a lui-même appelé à aller l'aider et dans lequel on a quand même mené pas mal de choses, une lutte contre le terrorisme, et ça avait permis de nouer des relations avec ce pays-là. Donc maintenant on s'en retire, donc preuve d'une erreur diplomatique. Et enfin la fameuse crise des sous-marins avec l'Australie, enfin, le fiasco de ce qui devait être le contrat de l'année. Pour la crise des Gilets jaunes, enfin, crise qui est révélatrice d'un profond mal-être. À mon sens, Macron a été le président des riches. Ça a été quelqu'un qui a pris beaucoup de dispositifs fiscaux à l'avantage des plus riches, flat tax, exit tax, CICE, et bien évidemment, première mesure de son mandat, l'ISF, et qui n'a pas fait grand-chose pour la majorité de la population et les classes les plus populaires. Donc globalement, ça a été un mauvais président. Pour ce qui est de la crise sanitaire, il a fait ce qu'il a pu. Donc je ne lui jette pas véritablement la pierre parce que c'est une situation sans précédent et inédite. Et pour ce qui est de la Russie, on jugera sur le temps long, mais je pense encore une fois qu'il fait ce qu'il peut faire. Tom, Emmanuel Macron, bon ou mauvais président? Emmanuel Macron, d'après moi, n'est pas à la hauteur. L'a très rarement été, mais ça a été le meilleur président. En tout cas, il était un bien meilleur président que François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Surtout que, bon, on va pas se mentir, il n'est pas forcément tombé dans la meilleure période qui puisse exister. Bon, je le trouve un peu dur parfois, un peu vide sur certaines idées. Bon, je réclame un peu par moment, c'est vrai, une personne engagée, donc je peux peut-être être un peu lourd, je peux peut-être être un peu lourd là-dessus. Cependant, je trouve que, enfin, je peux le rejoindre sur certaines idées, notamment pour sa politique du travail, qui peut choquer la majeure partie de la population. Et c'est normal, il fallait s'y attendre, on est en France, les Français sont rabat-joie. Pour moi, si l'on veut obtenir quelque chose, si l'on veut gagner sa vie de manière décente, si l'on veut atteindre ses objectifs, il faut abandonner ce schéma des 35 heures par semaine, il faut savoir se démener, il faut savoir ne rien attendre de l'État. C'est beaucoup plus compliqué à faire qu'à dire. Néanmoins, toute cette politique de haine autour de Macron, je ne la trouve pas forcément justifiée. Je ne suis pas un de ses adorateurs, mais je ne vais certainement pas le critiquer. Axel, qui a été le meilleur président de la République? De la 5e République? De la 5e République, oui. Ou de la République? De la 5e. De la 5e, il n'y en a qu'un seul, et je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin de le citer, c'est le général de Gaulle. Les autres ne se sont jamais... je ne pense pas que l'histoire en retiendra un autre que celui-ci. Il s'est passé beaucoup de choses sous De Gaulle qui n'ont pas été des périodes très glorieuses, comme la guerre d'Algérie, qui est un échec. De finir cette décolonisation, enfin plutôt cette indépendance,
que c'était intégré au territoire aussi. On est rigoureux dans le sang et dans les larmes. Et également la crise de mai 68. Mais après, c'est quand même grâce à lui qu'aujourd'hui on peut avoir ce débat pour son immense sacrifice pendant la guerre et d'une certaine manière sa dévotion à la France, puisque c'est les Français qui l'ont exhorté à rejoindre, à devenir le nouveau président de la Ve République, à fonder celle-ci. Et aujourd'hui, 60 ans plus tard, ce gouvernement, enfin, ce régime perdure encore et espérons qu'il perdurera le plus longtemps. Tom, De Gaulle, meilleur président ou est-ce que tu en vois un autre? Euh, je vais répondre, mais en tout cas, je ne me trouve pas forcément légitime pour cette réponse parce que bah, je connais pas sur le bout des doigts, toutes les politiques amenées par les présidents, différents présidents de cette Ve République. Après, c'est vrai que je rejoins un peu l'avis d'Axel et ça, ça met mal parce que bah, c'est le premier président, il y en a eu pas mal après, et finalement personne n'a su évoluer dans le bon sens, n'a su aller de l'avant. On a fait que d'empirer, on a fait que de régresser. Euh, la France, à l'international, a perdu de sa puissance. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu une belle période de croissance dans ce pays. Souvent, dans les infos, l'actualité est plutôt négative que positive. Euh, je n'ai pas ce candidat idéal et je n'ai pas de président idéal. Et donc, dernière question au final, qui a été le pire président de la République du coup, Axel? Je ne pense pas que je me permettrai de dire qui a été le pire président de cette Ve République, puisque, à mon avis, on a eu une classe politique assez médiocre, c'est-à-dire qu'aucun président n'a fait quelque chose qui a fait rayonner la France ou qui a permis à ses habitants à mieux vivre. Mais alors, qui a été le Donc, plus pour médiocre? moi, ni pire, il n'y a pas véritablement de pire président. Ouais, mais Mais il y a eu beaucoup de mauvais. tu as dit que voilà, tu dis qu'il y a des mauvais. Donc, on va dire, qui a été le plus mauvais? On va dire, qui est celui qui, on va dire, euh, te fait dire que vraiment c'est celui qui était le moins légitime à représenter la France? Encore une fois, c'est très compliqué puisque le mandat de Mitterrand a marqué le recul des revenus des Français. Le mandat de Hollande a été un trou noir. Le mandat de Macron, on a déjà évoqué. Et enfin, le mandat de Sarkozy n'a pas été incroyable. Je dirais que peut-être que Mitterrand, Hollande et Macron peuvent essayer de disputer ce titre entre eux. D'accord. Tom, est-ce que tu vois un pire président de la République, le plus mauvais, ou est-ce que comme Ouais. Axel, pour toi tu préfères te réserver pour cette question? Moi, je vais quand même citer un nom. Je précise avant toute chose que j'ai du respect pour chaque président parce que bah il faut avoir étudié avant, faut avoir su assumer des hautes responsabilités. Donc ça a été le pire, mais bon, j'aurais toujours du respect plutôt pour ce rôle, plutôt que la personne. Mais voilà, pour en préciser. Euh, Moi, je parlerai plus de François Hollande. Peut-être que c'est mon âge qui me fait dire ça parce que j'ai pas forcément connu du coup les présidents du siècle dernier. Néanmoins, là je parlais de reconnaissance à l'international tout à l'heure. Quand on voit François Hollande par exemple, ne serait-ce qu'avec la maîtrise de l'anglais qui est censée être l'une des bases, franchement enfin, on passe un peu pour des ploucs quoi. Et puis être président, bon, j'aime pas trop dire ça, mais c'est en partie avoir une certaine prestance, avoir une certaine fierté, voire même un charisme, mais bon, on va éviter d'aller trop loin. François Hollande est malheureusement trop souvent à l'opposé de ce que je viens de dire, malgré le fait que humainement, dans plusieurs interviews, il m'a l'air très sympathique, hein. Mais voilà, moi je mettrais François Hollande presque ex aequo avec Nicolas Sarkozy, parce que franchement, quand on est président, on peut pas se permettre d'avoir des
problèmes judiciaires. Très bien, merci beaucoup Tom. Axel, du coup, c'est toi qui as donc le droit à la conclusion, donc conclure pourquoi voter Pécresse en 2022 pour ceux qui nous écoutent. Alors, pourquoi voter Pécresse? J'ai qu'une seule chose à leur conseiller. Rendez-vous sur républicain.fr, nos propositions, regardez les constats que nous faisons et par la suite les propositions que nous avons formulées pour y répondre. Et je pense aussi que même plus généralement, la meilleure solution pour avoir un avis en politique, c'est de lire tous les programmes et pas seulement celui des Républicains, parce que je l'ai dit, à mon avis, cette élection de 2022 se fait dans un contexte extrêmement particulier et je pense que Valérie Pécresse est à même de répondre aux problématiques des Français et à cette situation très mouvementée, autant sur le plan sanitaire que sur le plan diplomatique, géopolitique et possiblement martial des années à suivre. Très bien, je vous remercie beaucoup à vous deux pour ce débat. Nous nous retrouverons du coup pour une prochaine émission. Et bien évidemment, Axel, si tu souhaites un jour être réinvité, tu pourras nous te Ce faire sera une avec invitation. plaisir, c'est très agréable. Voilà, Tom, on se dit à la prochaine du coup, puisque tu es donc également chroniqueur sur cette émission. C'est un peu tôt, je crois, moi. Et donc du coup, on se retrouvera dans dimanche normalement pour un nouveau débat. Je vous remercie à tous et à dimanche. Merci. Au revoir, merci.